Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La maison d'édition fondée par son frère perpétue le nom de Flammarion, mais pour le reste, Camille Flammarion est aujourd'hui presque oublié du public. Qui se souvient que cet homme en son temps a fait connaître et aimer l'astronomie aux Français et au monde entier d'ailleurs? Qui? Franck Ferrand par exemple, et il a choisi de nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Il y a quelques années, j'ai découvert la maison de Camille Flammarion, son observatoire privé à Juvisy-sur-Orge, et ça m'a donné envie d'en savoir davantage sur ce grand monsieur, le maître de la vulgarisation astronomique. Dites-vous que son Astronomie populaire, édité en 1879, a été l'un des livres les plus vendus de l'époque. Je me souviens d'en avoir découvert un vieil exemplaire jusque dans une ferme reculée du Poitou. Alors exemple. Exactement. L'année dernière, la coupole de l'observatoire de Camille Flammarion, avec sa lunette, a été restaurée. Oui, Franck. et nous aurons l'occasion de revenir en détail sur tout cela. N'hésitez pas, si vous aimez cet endroit et si vous connaissez ce grand personnage, à nous adresser vos remarques et vos questions sur le site internet d'Europe 1. En attendant, nous allons faire un tour du côté des étoiles. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Si vous suivez la célèbre Nationale 7, la route des vacances chantée par Trenet, si vous la suivez au-delà d'Orly dans l'Essonne, vous allez dépasser sur votre gauche une étrange demeure plus ou moins romantique flanquée d'une tour crénelée et dont les murs abritent un parc où se dresse une vieille demeure surmontée d'une coupole astronomique. Cette demeure, à son origine en 1730, était un logis ecclésiastique construit par les moines d'un ordre mendiant, les minimes, et très vite, cette propriété est devenue un relais de poste, c'est-à-dire une sorte de halte-auberge avec des écuries bien fournies. Vous savez, c'est là que les voyageurs pouvaient changer de chevaux. On était alors sur la route royale qui mène à Fontainebleau, et l'on raconte que Louis XV aimait s'y arrêter pour déguster un petit café. Plus tard, à la fin de la campagne de France en 1814, c'est là que Napoléon aurait appris la nouvelle terrible pour lui de la capitulation de Paris. Donc, un lieu chargé d'histoire. Sous Louis-Philippe, la propriété passe dans les mains d'un très riche horticulteur, un négociant bordelais. Ce monsieur devait mourir sans héritier. Il se trouve qu'il avait une admiration sans borne pour un auteur d'ouvrages de vulgarisation sur l'astronomie, un certain Camille Flammarion, qui devait donc hériter de tout cela en 1882. Alors, qui était-il, ce Camille Flammarion? Eh bien, il était né 40 ans plus tôt, en 1842, dans une famille modeste de Haute-Marne, une famille contrainte de venir à Paris à la suite de revers de fortune. Le petit Camille, à ce moment-là, est laissé en pension à Langres, au petit séminaire. Il rejoindra ses parents plus tard, en 1856, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a 14 ans. Il entre comme apprenti chez un graveur ciseleur, parce que ses parents n'ont pas les moyens de lui laisser poursuivre ses études. Alors là, il va apprendre notamment le dessin, ça jouera un rôle très important pour la suite de sa carrière. Et puis, le soir, quand il a déjà passé une longue journée d'apprenti chez son patron graveur, eh bien, le soir, il suit des cours gratuits pour préparer son baccalauréat. À l'époque, on dit le bachot. C'est un régime épuisant, vous l'imaginez bien, le gamin finit par s'épuiser, par s'effondrer. Or, le médecin qui va le traiter est intrigué par ce jeune homme qu'il trouve absolument passionné de cosmologie. Il a de longues conversations avec lui sur l'astronomie, il se rend compte que ce jeune homme est un puits de science. Eh bien, c'est ce médecin qui va se démener pour faire entrer Camille à l'Observatoire de Paris comme élève astronome. Il va pouvoir ainsi assister notamment le professeur Chacornac dans ses observations nocturnes. Vous imaginez l'émerveillement de cet adolescent qui peut mettre son nez à ses son œil plutôt, c'est plus efficace oui, plus généralement.
mettre son œil à ces énormes lunettes astronomiques et découvrir un monde dont il avait jusque-là tant rêvé. Il faut vous dire que tout ça ne fait qu'exacerber la réflexion, certes, mais aussi l'imagination exaltée de ce jeune homme qui, en 1862, c'est facile à calculer, en 1862, il a 20 ans seulement, il fait paraître un ouvrage intitulé « La pluralité des mondes habités ». Et là, on peut dire que c'est un scandale terrible, un scandale qui du reste va lui coûter son poste à l'Observatoire, car Camille Flammarion, réfléchissant sur l'immensité de cet univers dont il commence à explorer les arcanes, se dit qu'il y a forcément d'autres mondes habités. C'est la première fois, en quelque sorte, c'est pas la première fois d'ailleurs, mais il est un des premiers scientifiques à envisager l'existence d'extraterrestres. Alors il se pose des questions dans son livre. Qui sont-ils, dit-il? Quelles espèces d'êtres peuvent éclore sur les autres terres? Comment sont organisés nos collègues de Mars et des autres mondes? Certains habitants sont peut-être complètement arriérés. Ailleurs, ils peuvent être peuplés par des esprits supérieurement évolués. Ce que nous devons considérer sous un aspect général, c'est parmi les milliards de planètes, des millions de mondes habités, des légions d'êtres inconnus enfantés par les forces de la nature et absolument différents de tout ce qui existe sur Terre. Qui sait, se demande plus loin le jeune Camille Flammarion, pendant que nous discourons, peut-être que les habitants de la Lune sont là, nous contemplant de leur séjour et préparés depuis longtemps à entrer en correspondance avec nous. Nous savons, nous, depuis longtemps qu'il n'y a pas d'habitants sur la Lune, qu'il n'y a pas de vie sur Mars, mais on peut toujours se demander, évidemment, où sont les autres habitants de l'univers. À l'époque, ça fait scandale et je vous dis que pour le jeune homme, c'est le début d'une première partie de carrière. Alors arrive assez vite la guerre, c'est cette guerre de 70, changement de régime, écroulement du Second Empire. Peu après cette guerre, en 74, Camille épouse Sylvie Petiot. Sylvie Petiot est une femme exceptionnelle. Elle partage une grande partie des passions de son mari. Ils vont faire leur voyage de noces en ballon, ça vous donne une idée. Elle fondera une association très avant-gardiste, la paix et le désarmement par les femmes. Ça, ce sera nettement plus tard, en 1899. Entre-temps, Flammarion a multiplié des ouvrages publiés par son frère, l'éditeur Ernest Flammarion, dont la maison existe toujours actuellement. C'est mon éditeur, pour tout vous dire. Et j'en profite pour saluer chaleureusement les descendants d'Ernest, s'ils m'écoutent, et spécialement Alain Flammarion. L'un des lecteurs ébloui de l'astronomie populaire qui paraît en 1879 est donc le propriétaire de l'ancien relais de poste de Juvisy, et à sa mort, en 1882, ce riche négociant lègue donc sa propriété à Camille et à sa femme. Vous voyez que nous sommes, après avoir été faire un tour dans les étoiles, nous sommes de retour à Juvisy. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck qui nous parle de Flammarion aujourd'hui sur Europe 1, pas l'éditeur Ernest Flammarion, mais son frère Camille, le père de l'astronomie populaire. Exactement. Et dès 1883, Camille Flammarion commence à faire des stages, si je puis dire, dans sa nouvelle propriété de Juvisy. Il s'y installe en tout cas pour les mois d'été, parce qu'il y a des travaux à y faire. Il édifie dans le toit de la demeure une coupole d'observation, qu'il équipe d'une lunette incroyablement puissante pour l'époque. Il y réunit aussi l'une des plus riches bibliothèques privées du monde pour ce qui concerne l'histoire des sciences, mais aussi des archives photographiques sur la voûte céleste, des archives dont la réputation se répand, ce qui fait qu'elles sont bientôt consultées par des amateurs qui viennent du monde entier. Certains d'entre eux sont des gens célèbres. Camille aménage la maison, il l'étoffe, il redessine le parc, il y fait construire une grotte artificielle dans le goût de la belle époque, il y fait construire une passerelle en métal avec les signes du zodiaque, passerelle que lui offre son ami Gustave Eiffel. Là où il a des relations, Camille Flammarion. À Juvisy, les réceptions succèdent aux réceptions. Les Flammarion reçoivent l'empereur du Brésil. Je vous rappelle que de 1825 à 1889, le Brésil était un empire, et oui, l'empereur Dom Pedro, qui est féru de cosmographie, voue un véritable culte à Flammarion. On a du mal à imaginer aujourd'hui le succès, la popularité de cet homme. On va même jusqu'à planter un arbre à Juvisy en souvenir du passage de Sa Majesté. Il y a d'autres têtes couronnées qui viendront, d'ailleurs la reine de Roumanie par exemple. C'est qu'avec ses collaborateurs, Camille Flammarion entend faire de Juvisy une véritable plaque tournante des esprits éclairés de son temps. Et en 1887, il fonde la Société astronomique de France, la fameuse SAF qui existe toujours, nous allons en reparler. Il crée dans la foulée la revue L'Astronomie qu'il dirigera jusqu'à sa mort. Or,
Contrairement à la majorité des observatoires publics de l'époque, dont l'objectif était l'astronomie qu'on appelle de position, qui étudie essentiellement les mouvements des corps célestes, celui-ci va être voué à l'astrophysique, c'est-à-dire principalement à l'observation physique du Soleil, des planètes, de leurs satellites, ainsi qu'à l'étude photographique des étoiles variables. Le dessin, la photographie sont d'emblée les principaux outils de l'observatoire. Camille Flammarion est fasciné par les structures observables sur Mars, vous savez, les fameux canaux. Il décide de centraliser à Juvisy la collecte de toutes les observations faites dans le monde entier sur cette planète. Disons-le clairement, lui-même observe très peu, lui préfère se consacrer à la rédaction de ses livres, vous savez. C'est surtout monsieur Quénisset, son assistant, et qui est un astrophotographe, qui va livrer les photos les plus célèbres, celles qu'exploite si bien par la suite Camille Flammarion dans ses ouvrages. On peut dire que les deux hommes sont très complémentaires, l'un est aux instruments, l'autre à la plume, ce qui permet d'étendre rapidement la notoriété de l'observatoire au-delà des frontières de la France. Et parmi les travaux les plus célèbres effectués à Juvisy, il faut citer la découverte de 2 comètes et l'observation de taches en rotation sur Septurne. Tout ça confirme les observations de Williams. Vous voyez qu'à Juvisy, on s'affaire, on lit, on classe, on relève, on dessine, puis on observe, on est toujours dans les étoiles. Coup dur, en 1919, le grand auteur perd son épouse, Sylvie, qui est emportée par la grippe espagnole. Il va très vite se consoler dans les bras de Gabrielle Renaudot, qui était son assistante, elle a 35 ans de moins que lui. C'est elle qui va soutenir et seconder Camille de manière exemplaire jusqu'à sa mort en 1925. À ce moment-là, elle hérite le domaine, elle continuera à vivre à Juvisy jusqu'en 1962 et lèguera alors la propriété et tout ce qu'elle contient à la Société astronomique de France, ce qui paraît logique. Hélas, on peut dire que la charge des lieux est très lourde. L'observatoire perd peu à peu de son intérêt avec la densification urbaine et les éclairages urbains, vous savez, qui fait qu'on observe moins facilement la voûte céleste depuis les villes. Et peu à peu, l'observatoire va connaître toutes sortes de vicissitudes sur lesquelles nous allons revenir dans un instant. Car c'est une chance et quasiment un miracle. Les lieux, après avoir été longtemps délaissés, très mal en point, je peux en témoigner, j'ai vu l'ampleur des dégâts, eh bien ces lieux peu à peu sont revenus au jour. Je vous dis que des restaurations sont en cours. La lunette a été sauvée notamment grâce au dévouement d'une association des amis de Camille Flammarion, dont le président et le vice-président sont avec moi dans ce studio. Nous allons les retrouver dans un instant. Voir conditions en magasin et sur decathlon.fr. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Le maître de la vulgarisation astronomique est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. Nous nous intéressons, Franck, à Camille Flammarion. Eh oui, Camille Flammarion, vous savez, quand dans les années, je sais pas, on peut dire jusqu'à la dernière guerre, quand vous parliez de Camille Flammarion, il était au moins aussi connu que l'est par exemple aujourd'hui un Hubert Reeves, et même probablement davantage. Et puis peu à peu, évidemment, sa notoriété s'est un peu estompée, et ce manuel extraordinaire est tellement répandu, cette astronomie populaire qu'il avait fait paraître à la fin du 19e siècle est tombé peut-être pas tout à fait dans l'oubli, mais enfin n'est plus aujourd'hui évidemment l'ouvrage de référence qu'il a pu être. Alors j'ai la chance de recevoir autour de cette table, nous sommes en bonne compagnie, Julia, il y a du monde autour de cette table. Nous avons le président Laurent Veil et le vice-président Gérard Dufour de l'association des amis de Camille Flammarion, une association extrêmement active qui organise toutes sortes d'événements. Nous allons y venir dans un instant. Et puis on n'imaginait pas une émission sur un vulgarisateur scientifique sans la présence d'Alain Sion. Vous imaginez ça? Bonjour Alain, merci d'être avec nous. Bonjour les amis, bonjour à tous. Vous avez lu, vous, quand vous étiez petit, Camille Flammarion? Mais c'est extraordinaire, quand je me suis intéressé au ciel et que j'ai regardé pour la première fois Saturne, je suis tombé sur 2 livres de Flammarion. Il y avait l'astronomie populaire, j'ai plongé dedans, et puis il y avait un autre ouvrage qui m'a laissé très perplexe, qui s'appelait Les maisons hantées de Camille Flammarion. Alors voilà, oui, parce que on va y venir tout à l'heure, mais le personnage était un esprit extrêmement curieux, très ouvert à toutes sortes de domaines. Alors j'ai parlé, moi, de sa foi dans les extraterrestres, mais il avait aussi une véritable passion pour le spiritisme. Néanmoins, ce sont bien, rassurez-nous, les astres qui avant tout le captivaient. Absolument, mais il voyait dans les astres des choses qui sont extrêmement contemporaines. Quand vous parliez de pluralité des mondes habités, c'est une question aujourd'hui qui est la question de l'astronomie fondamentale. C'est-à-dire que ces derniers mois, on a découvert qu'il existe pratiquement autour de chaque étoile des systèmes planétaires et donc des
terres potentielles puisqu'elles sont pour une part dans ce qu'on appelle la zone habitable, là où il fait ni trop chaud ni trop froid. Et donc la question fondamentale, c'est existe-t-il de la vie sur ces planètes et je veux dire, le ciel est-il peuplé d'habitants comme se posait Flammarion la question au 19e siècle. La seule petite erreur de Camille Flammarion, c'était d'imaginer une vie peut-être un peu trop proche de nous. Oui. Il imaginait l'existence de Séléniens, c'est-à-dire d'habitants de la Lune. Bon, ça, on sait qu'il n'en est rien. Il imaginait aussi la présence de Martiens. Il a été d'ailleurs un de ceux qui ont vulgarisé le terme même de Martien. Absolument, parce que les observations à la lunette de Mars avaient été influencées d'abord par Schiaparelli, qui était un astronome italien, qui avait cru deviner ce qu'on a appelé des canaux, c'est-à-dire en fait un système, vous savez à l'époque on faisait les grands canaux sur Terre avec Ferdinand de Lesseps, etc. On ouvrait en fait des voies et ces observateurs croyaient voir des dessins similaires à très grande échelle sur la planète rouge et l'idée était la suivante, c'est que la planète devait être habitée, évidemment, puisqu'il y en avait partout de la vie, mais elle avait un problème comme elle était rouge et que elle ressemblait plutôt à un désert. Alors, cette population de Martiens était en train de péricliter, donc il fallait faire descendre l'eau des pôles vers l'équateur, donc il y avait des grands travaux et évidemment la question qui se posait c'était de savoir s'ils allaient finalement un jour débarquer chez nous parce qu'ils n'auraient plus de quoi vivre correctement chez eux, qui ils étaient. Et Flammarion supposait que ce pouvait être, je dirais, non pas nos réincarnations, mais que les âmes des terriens, finalement, pouvaient être transcendées, pouvaient voyager dans l'espace, habiter d'autres planètes, et pourquoi pas sur Mars. Donc la question n'était pas de savoir si les Martiens existaient, c'était comment entrer en contact avec eux, comment ils vivaient, est-ce qu'ils étaient supérieurs à nous. C'est assez fascinant de voir ces esprits. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les savants de cette fin du 19e et du tout début du 20e siècle, qui étaient quand même encore ce qu'on pouvait appeler des esprits universels. Laurent Weil, quand vous parlez aujourd'hui, lorsque vous organisez des conférences, des réunions, des séances d'observation des astres, etc., quand vous parlez de Camille Flammarion, est-ce que vous avez l'impression que c'est un nom qui évoque encore quelque chose au public ? Eh bien, bonjour à tous d'abord, bonjour Franck Ferrand, bonjour Alain Sirou. Voilà, je suis très content de vous retrouver puisque je sais que vous avez été très sensible. Déjà oui, nous avons travaillé ensemble il y a 5 ans. Donc, oui, tout à fait. Puis Alain Sirou, pour nous c'est une référence dans l'astronomie amateur. Cela dit, on pourrait faire une émission sur Alain Sirou, ce serait. Mais alors pour ce qui est de Camille, alors est-ce qu'il vous donne le sentiment d'être encore aujourd'hui une référence pour le public, pour les gens qui viennent vous voir? Eh bien, je dois dire sans fausse modestie que dans notre entourage à Juvisy, il était un peu tombé dans l'oubli et que l'association et tous les amis qui se sont retrouvés autour de cette association ont en quelque sorte réveillé l'esprit de Camille Flammarion, parce qu'il faut dire que dans Juvisy, on a l'impression depuis cette création de cette association que le feu couvait et qu'il a suffi de reparler de Camille Flammarion autour de ce problème de restauration pour que les gens se confient, les vieux souvenirs reviennent. On rencontre très régulièrement dans Juvisy des personnes malheureusement déjà assez âgées qui ont des souvenirs. Donc Flammarion existait jusqu'à quasiment dans l'esprit de Flammarion existait quasiment jusqu'à la mort de Gabriel en 1962. Mais et puis après, ça s'est un peu perdu. C'est un peu perdu. Tout le monde était résigné. Ah oui, ce vieil observatoire, évidemment, il va s'écrouler, etc. Jusqu'au jour où, entre amis, pour des raisons qui seraient un petit peu longues à expliquer, l'idée est venue d'une association pour essayer de défendre sa mémoire. Dire, c'est pas possible. Non seulement sa mémoire, mais son œuvre et les lieux où il a travaillé. Alors, Gérard Dufour, là, samedi, il va y avoir une cérémonie, justement. Absolument. Samedi, ça sera donc une cérémonie qui se fera avec un petit peu de retard par rapport à la date de décès de Camille Flammarion, pour certaines raisons. Et donc, comme chaque année, nous allons rendre hommage à Camille et à ses 2 épouses, puisque ils sont tous les 3 enterrés
enterrés dans le parc de l'Observatoire. Camille, Sylvie et Gabriel. Absolument. Donc, leur tombe est dans le parc. Et dans le parc, sur une espèce de monticule, tout à fait, très bien entretenu. Enterré sous une étoile de buis, qui était donc le signe distinctif de Camille Flammarion et qu'on retrouve d'ailleurs sur le porche de l'Observatoire. Et regardant en direction de l'Observatoire. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, donc, on va rendre hommage, donc à la fin de la semaine, à ces trois personnages, parce que on parle souvent de Camille Flammarion, mais on peut aussi parler de ses deux épouses qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière. C'est vrai qu'elles avaient l'une comme l'autre des personnalités assez exceptionnelles. On a l'impression que tout ce que touchait cet homme-là devenait un peu étonnant. On est aussi étonné de voir la réussite incroyable de ses deux frères, Camille et Ernest, issus d'un milieu très modeste. D'où venaient-ils? Qu'est-ce qui les a poussés à sortir comme ça hors du charnier natal, si je puis dire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Saturne sur Europe 1, extrait des Planètes composées par Gustav Holst. Nous parlons de Camille Flammarion, Franck. Oui, aujourd'hui. c'était un peu l'occasion jamais. Voilà. On s'est dit que les planètes, on aime bien en plus parce que ce sont des musiques prenantes, très qui nous prenantes. en prennent, oui. Alors, je suis en compagnie du président et du vice-président de l'association des Amis de Camille Flammarion et de notre Alain Sirou national qui connaît non seulement Camille Flammarion, mais toute son œuvre et au-delà de l'œuvre, ce dont il parlait. Est-ce qu'il se trompait beaucoup? Est-ce que la science a fait des progrès depuis cette époque? Énorme, absolument énorme. Mais Flammarion, c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Moi, je le compare à un cristal à multiples faces. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de l'attraper, mais vous pouvez pas le décrire vraiment tellement la curiosité, la passion, je dirais tout ce qui l'excitait sur le plan intellectuel a été des voies dans lesquelles il s'est engagé. Pour vraisemblablement, c'est quand même le premier journaliste scientifique. C'est-à-dire, je le définirais pas comme un astronome, parce qu'il a fait de l'astronomie, il a travaillé en tant qu'astronome, mais ça n'a pas été une voix, c'est pas l'auteur d'une découverte, mais c'est quelqu'un qui a fait découvrir à la société française d'abord et puis au monde ensuite, le monde de l'astronomie qui était un monde de calculateurs, de gens qui faisaient des équations, essayaient de trouver des positions, etc. Il a donné une flamme, une puissance évocatrice sur le sens. Qu'est-ce qu'on fait là ? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a autre chose ailleurs qui est du domaine, je dirais presque de la foi, en tout cas de la passion, de la conviction, et il a trouvé les mots de l'auteur pour l'exprimer. C'est ça. Il avait vraiment un sens de la transmission qui est hors du commun. Alors, qu'est-ce qui l'a amené, Gérard Dufour, à s'intéresser aux astres? On peut dire que rien a priori comme ça, dans son milieu familial, dans sa petite enfance, rien ne l'y disposait. Eh bien, si, il y a un événement qui va l'orienter vers l'astronomie, c'est l'éclipse de 1847. C'est une éclipse annulaire. Il a 5 ans à l'époque. Et il va observer pour la première fois une éclipse à Montigny-le-Roi. Et là où on est un petit peu étonné et à la fois admiratif, c'est que la maman, on est en pleine province, on est au 19e siècle, il y a peu de gens qui savent lire et écrire. Eh bien, la maman a idée de mettre un seau d'eau dans la cour pour que les enfants puissent observer l'éclipse sans se faire mal aux yeux. Et c'est comme ça que Camille Flammarion va observer sa première éclipse. À partir de là, il va n'avoir de cesse de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'une éclipse, mais surtout, comment a-t-on pu prévoir cette éclipse ? Comment a-t-on su qu'il y allait avoir une éclipse? Et il va tarabuster son maître d'école pour avoir tout un tas de livres pour comprendre et pour savoir. Voilà. S'il avait pu mener des études normales, on peut penser qu'il aurait eu une carrière peut-être un peu plus orthodoxe. Enfin, quand je dis orthodoxe, un peu plus classique en quelque sorte, Laurent Veil. Eh bien, c'est assez extraordinaire le parcours. Moi, j'en reviens pas du parcours de l'éducation de Camille Flammarion. Comme vous le disiez, il est parti de presque rien. Il est arrivé
à Paris avec ses parents qui lui ont dit il faut se débrouiller, on n'a plus rien. Parce que ses parents n'avaient vraiment pas de moyens. Ils ont été ruinés à Montigny-le-Roi pour des raisons diverses. Donc il arrive à Paris et là il s'éduque tout seul. Il a même pas 16 ans. Enfin, s'il a 16 ans. Il est passionné, il a envie d'apprendre. Il est obligé. C'est un autodidacte quand même au départ. Il est obligé de faire un métier pour gagner 3 sous. C'est un acharné. Il a décidé de travailler, de s'instruire dans tous les domaines, Et c'est comme ça qu'il se forge sa stature scientifique, littéraire, qui est absolument extraordinaire. Il est très très jeune, il est reconnu dès 25 ans, il est reconnu comme étant possiblement un pédagogue des sciences. Il est reçu par Victor Duruy qui a énormément de respect pour ce jeune par rapport à l'âge déjà respectable de ce ministre. Voilà. Je parlais, Gérard Dufour, de ce médecin qui l'avait aidé, en quelque sorte, à entrer le docteur Fournier, à entrer à l'Observatoire de Paris. Absolument. Ça a dû être extraordinaire pour lui. Extraordinaire, puisque comme vous l'avez souligné au début de votre émission, il tombe malade d'épuisement. Évidemment, une journée qui n'était pas de 8 heures à l'époque, mais plutôt de 10 ou 12 heures par jour, plus l'envie de travailler le soir. Il ne pouvait pas supporter cela longtemps. Et donc, effectivement, il est alité pour épuisement. Le docteur Fournier le veille, mais ce docteur Fournier, pour passer le temps, aperçoit un gros manuscrit sur sa commode et il va commencer à le compulser. Et c'est un livre qui fait état de tout ce qu'on pouvait connaître à l'époque au niveau de l'astronomie, la paléontologie, l'archéologie, un condensé de 500 pages quand même. Hein. Et tout ça agrémenté de superbes dessins. Et lorsque Camille reprend ses sens, bien sûr, le médecin va commencer par s'inquiéter de sa santé, mais il va lui dire, mais c'est quoi ce livre que vous avez ? Et Camille de lui répondre, c'est moi qui l'ai écrit, et effectivement, il n'a que 16 ans. Donc ça suppose qu'on se démène un peu pour l'aider. Donc là, le docteur Fournier dit, mon jeune ami, là, je peux pas, avec une telle connaissance et une telle volonté, je peux pas vous laisser comme ça, et je vais m'arranger pour que vous puissiez avoir votre bac. Alors il suivait déjà des cours à l'association polytechnique le soir, et puis il le présente aussi en même temps à Urbain Le Verrier, qui est le directeur de l'Observatoire de Paris. Un esprit d'une grande curiosité, Camille Flammarion. Il aimait bien les femmes aussi. On va dire qu'il avait une gourmandise de la vie d'une façon générale. Alors ça, c'est sans doute la face cachée la plus originale du personnage. Alain Siron. Il y a plein de petits détails. En fait, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui s'est passé. Simplement, il y a des petits détails, on peut en distiller quelques-uns. Par exemple, quand il se fait photographier par Nadar pour l'atelier Nadar, en tout cas pour les ouvrages, etc., on voit plusieurs images. Alors avec la barbe, sans la barbe, avec la moustache, avec les cheveux d'un côté, d'un autre. On voit bien que il est très soucieux de son apparence. Et petit à petit, il se dessine comme étant l'image idéale du savant de l'époque. C'est un peu le professeur Nimbus, mais volontaire. Mais volontaire. Bon, et clairement, la première femme de Flammarion était une femme un peu plus âgée que lui, mais qui vivait avec un médecin beaucoup plus âgé, et il est tombé amoureux, clairement. C'était un coup de foudre, mais on voit petit à petit chez Flammarion qui tenait salon scientifique, salon littéraire, qui permettait de rencontrer les personnalités, de montrer le ciel à partir du balcon juste à côté de l'observatoire. Donc ça devient vraiment un lieu de mode fréquenté, etc. Il rencontre beaucoup de jeunes femmes, que parler des étoiles, des comètes, aux femmes lui attire beaucoup de sympathie, et je dirais que on soupçonne aujourd'hui que dans l'énorme bibliothèque de Flammarion, il y avait des ouvrages licencieux dont on ne sait pas exactement où ils sont passés, mais la rumeur court. Maintenant, après, scientifiquement, il faudra le prouver. Le pouvoir du savoir ou la connaissance comme instrument de séduction, voilà un bien beau programme. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Je rappelle que nous nous intéressons cet après-midi sur Europe 1 à Camille Flammarion, toujours en votre compagnie, Franck, et celle de vos invités. Et oui, et j'ai entre les mains la biographie de Camille Flammarion par Philippe de la Cotardière et Patrick Fuentes. C'est édité évidemment chez Flammarion, c'est un peu la moindre des choses, vous avouerez. Et justement, Patrick Fuentes, qui est membre de la Société astronomique de France, est avec nous en ligne. Bonjour Patrick Fuentes. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, j'aurais aimé qu'avec vous,
nous évoquions un certain nombre d'aspects un peu inattendus de la personnalité de ce Camille Flammarion, dont on a compris qu'il était loin de se contenter, ça n'était pas un savant triste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire d'abord qu'il avait un sens aigu de la nature. C'est très important, ça. Il suffit d'ailleurs de se promener dans le jardin de Juvisy pour s'en convaincre. Oui, il faut voir que Camille Flammarion est avant tout un homme de la campagne, hein. Il est né à Montigny-le-Roi, donc c'est en pleine campagne, et donc il a été élevé par son grand-père qui l'a amené dans les champs, etc. Et il a gardé de son origine, à vrai dire, cet amour de la nature. Et quand il récupère l'observatoire de Juvisy, ce qui va devenir l'observatoire de Juvisy, il va en faire, à vrai dire, un véritable parc de la nature, avec différentes sortes de fleurs. Enfin, il va essayer d'en faire vraiment une source de son inspiration écologique, en quelque sorte. Nous avons dit à quel point il était un esprit curieux, ouvert sur d'autres disciplines. J'ai carrément tout à l'heure prononcé le mot spirit. Est-ce que c'est excessif ? C'est excessif, oui, parce qu'il a, au départ, il s'est laissé entraîner quand il était jeune, quand il avait 18 ans, par par le fondateur du spiritisme en France, qui était Allan Kardec. Eh oui, bien sûr. En 1858. Et donc, il a travaillé avec lui, il a même écrit une partie de ses ouvrages, d'ailleurs. Et Allan Kardec le considérait comme son dauphin. Et celui On parlera d'Allan Kardec un de ces jours, tiens, ça me donne une idée. Je dis ça en regardant Lorena. Et donc il pensait que Camille Flammarion allait lui succéder à sa mort. Mais Camille Flammarion, qui d'abord a été astronome à l'Observatoire de Paris, choisit la profession de journaliste scientifique. Hein, il a écrit dans les plus grands journaux de l'époque, c'est-à-dire Le Siècle, Magasin Pittoresque, Illustration, etc. Oui. Et il a pensé que sa carrière scientifique ne devait pas être entachée justement de ce côté admiration pour le spiritisme, mais qui continue toujours à travailler en secret, quoi, en quelque sorte. On a affaire à quelqu'un qui, visiblement, sait gérer sa carrière, même s'il a parfois pris de gros risques. Et il veut devenir une référence, au point du reste qu'il devient une sorte sa maison devient une plaque tournante. On voit s'y précipiter toutes les célébrités de l'époque, hein, de Saint-Saëns à Gustave Eiffel, comme je disais tout à l'heure, Pierre Curie, enfin toutes ces personnalités sont des habitués de la maison, mais aussi des anonymes qui viennent chercher en quelque sorte auprès du maître le feu sacré. Oui, on peut dire que c'était un grand homme de communication, hein. Ça et il faut remarquer aussi que il avait un frère, Ernest, qui était aussi doué que lui pour la communication. Donc à eux deux, ils ont réussi à créer, à se faire un nom en quelque sorte dans la grande société parisienne de l'époque. Et puis ils ont créé cette Société astronomique de France dont vous êtes un des membres aujourd'hui et qui survit. Voilà. Qui leur a survécu. Voilà. Alors il a d'abord créé le premier journal astronomique, hein, qui existait, l'astronomie, en 1882, dans lequel il publie justement tout ce que les amateurs observent. La différence avec l'Observatoire de Paris, c'est que lui est un astronome indépendant et il va publier tout ce que les petits observateurs dans toute la France et même dans le monde entier vont observer dans cette revue L'Astronomie. Oui, donc. Oui, et par la suite, il va y avoir la création de nombreuses sociétés Flammarion dans différentes villes de France et dans le monde entier. On en retrouve au Mexique, on en retrouve en Algérie, on en retrouve en Russie. Et puis quelle belle émulation, quelle soif de savoir qui imprègne d'une façon plus générale toute cette époque. Merci beaucoup Patrick Fuentes. Je rappelle qu'avec Philippe de la Cotardière, vous êtes donc auteur chez Flammarion de cette biographie célèbre de Camille Flammarion. Puis j'ai entre les mains un autre livre. Alors là, ce sont carrément les mémoires de Camille Flammarion. Ça s'appelle Mémoires biographiques et philosophiques d'un astronome. C'est réédité. Alors il y a écrit toujours Ernest Flammarion éditeur, mais c'est une édition que vous avez suscitée avec l'association des amis, tout à fait. Laurent Veil. Oui, tout à fait. C'est venu comme ça, au hasard d'une conversation. Je pense que même vous étiez dans le parc ce jour-là entre Alain Flammarion
et Jacques Pernet, à qui Tout à fait, oui. vraiment nous devons énormément dans la connaissance de Camille Flammarion, et je le salue s'il nous écoute, parce qu'on a vraiment énormément d'affection pour lui. Alors ce livre, Jacques Pernet suggère à Alain Flammarion, au détour d'une allée du parc, est-ce que vous pourriez refabriquer ces mémoires qui sont épuisées? Et Alain Flammarion voilà, on dit, les pourquoi a pas? sous les yeux. Et 2 ans plus tard, Alain Flammarion nous envoie 200 exemplaires de cet ouvrage qui est diffusé largement et avec grand bonheur. En un mot, Gérard Dufour, on peut visiter l'observatoire de Juvisy? Ah bien sûr, aujourd'hui l'observatoire peut être visité, bien entendu. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il suffit donc de prendre rendez-vous auprès de l'association. C'est un conseil que je donne à nos auditeurs, car c'est un très bel endroit. Merci à vous deux, non seulement d'être venus, mais de faire connaître ce personnage extraordinaire, Camille Flammarion. Et merci Alain Sirou, j'ai envie de dire à la prochaine fois. À bientôt. Comme on dit ailleurs, bravo, merci, à la prochaine fois. Salut Alain.